Tu as ruiné ma vie. Les mots de Mélissa résonnèrent dans mon petit appartement comme un coup de feu. Elle se tenait au milieu de mon salon, le visage couvert de larmes, les poings serrés le long du corps. Jason, son petit ami, se tenait derrière elle les bras croisés, le regard mélange de jugement silencieux et d'agacement à peine dissimulé. « Je n'arrive pas à croire que tu m'aies fait ça, Marc, continua-t-elle, la voix tremblante. Et tu es mon frère. La famille est censée s'entraider. » Je restais figé, le dos appuyé contre le bord du comptoir de la cuisine. Mon cœur battait fort dans ma poitrine, mais mon visage restait impassible. Je m'étais préparé à ce moment à sa colère, à ses larmes, mais aucun scénario mental n'aurait pu atténuer l'impact de ces mots. « Je n'ai pas ruiné ta vie, Mélissa, dis-je enfin, la voix basse mais ferme. J'ai simplement dit non. » Cela faisait 3 jours que je lui avais annoncé la nouvelle au téléphone. 3 jours depuis que je lui avais dit que je ne pouvais pas l'héberger, elle et Jason, dans mon appartement. Je savais, dès ce moment, qu'elle ne le prendrait pas bien. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'elle débarque chez moi, armée de reproches et de déceptions. La vérité, c'est que je n'avais pas pris cette décision à la légère. Quand elle m'avait appelé au début de la semaine, sa voix tremblait, ses paroles étaient précipitées et désespérées. « Marc, on n'a plus d'option, avait-elle dit. Jason a perdu son travail il y a 1 mois, et je viens tout juste d'être licencié. On essaie de tenir pour le loyer, mais on a déjà 2 mois de retard. Si on ne trouve rien d'ici la fin de la semaine, on va perdre l'appart. » Je l'avais écoutée en silence pendant qu'elle déversait ses problèmes, sentant mon estomac se nouer un peu plus à chaque mot. Ce n'était pas la première fois que Mélissa se retrouvait dans une galère. Au fil des années, elle s'était reposée sur moi plus de fois que je ne saurais les compter. Soutien moral, aide financière, conseil. Et j'avais toujours été là pour elle. Toujours le frère qui ramassait les morceaux quand sa vie partait en miettes. Mais cette fois, c'était différent. « Marc, s'il te plaît, avait-elle supplié, la voix brisée. Je te demande pas grand-chose. Juste un endroit où rester, le temps qu'on se remette sur pied. Je te jure que ce ne sera pas pour toujours, quelques mois, 6 au maximum. » Il m'avait fallu toute ma force pour répondre. « Mélissa, je crois que je ne peux pas faire ça. » Un long silence douloureux avait suivi de l'autre côté de la ligne. Quand elle avait enfin répondu, sa voix était chargée d'incrédulité. « Qu'est-ce que tu veux dire par « tu peux pas »? Tu vis seul. T'as de la place. » Mélissa, mon appart est minuscule. Il y a à peine de la place pour moi, alors pour 2 personnes de plus. Et tu sais que je fais des heures sup juste pour payer mes propres factures. Je peux pas me permettre de prendre quelqu'un en charge. Mais tu nous prendrais pas en charge, elle avait répliqué. On t'aiderait. Pour le loyer, la bouffe, tout ce que tu veux. On a juste besoin d'un toit pour un moment. Je voulais la croire. Je voulais être le frère compréhensif qu'elle espérait. Mais je connais ma sœur. Je sais combien elle est douée pour faire des promesses qu'elle ne peut pas tenir. Maintenant, face à elle dans mon salon, je sentais le poids de ma décision m'écraser intérieurement. Jason, silencieux jusque-là, prit enfin la parole d'un ton chargé de mépris. « Tu sais, Marc, tout le monde n'a pas une vie aussi facile que toi, dit-il. Certains d'entre nous n'ont pas le luxe de juste dire non quand quelqu'un a besoin d'aide. » Ma mâchoire se contracta. « Facile » répétai-je, la voix montant légèrement. « Tu crois que ma vie est facile ? Tu as une idée de combien j'ai dû trimer pour en arriver là ? Je suis pas un fils à papa dans une villa. Je me tue au travail chaque jour juste pour payer les factures. » Jason ricana avec mépris, mais Mélissa l'interrompit avant qu'il n'en dise plus. « T'es incroyable, dit-elle, la voix tremblante de rage. J'ai toujours été là pour toi, Marc. Toujours. Et la seule fois où j'ai vraiment eu besoin de toi, tu me claques la porte au nez. » Ces mots me blessèrent plus que je ne voulais l'admettre. La culpabilité que j'essayais d'étouffer depuis des jours refit surface, menaçant de m'anéantir. Mais je me forçais à rester ferme. « Mélissa, ce n'est pas que je m'en fiche, dis-je. Ce n'est pas que je ne me soucie pas. » Répétai-je avec difficulté. Il s'agit de ce que je peux supporter. Et en ce moment, je ne peux pas gérer ça. Je suis désolé, mais c'est la vérité. Elle me fixa, les yeux écarquillés d'incrédulité. Sa poitrine se soulevait et s'abaissait avec des respirations courtes et hachées. Pendant un instant, je crus qu'elle allait dire autre chose, mais au lieu de cela,
elle se retourna brusquement et marcha vers la porte. « Tu vas le regretter, Marc, dit-elle par-dessus son épaule, d'une voix froide et dénuée d'émotion. Un jour, quand tu auras besoin d'aide, tu te souviendras de ce moment. Et j'espère que tu te sentiras comme je me sens maintenant. » Jason la suivit en silence, refermant la porte violemment derrière lui. Quand l'appartement plongea dans le silence, je m'effondrai sur le canapé, la tête entre les mains. Je me sentais comme un monstre. Le pire frère du monde. Mais au fond de moi, une petite étincelle d'un autre sentiment s'alluma, le soulagement. Ce n'était pas un soulagement paisible ou joyeux. C'était le genre de soulagement que l'on ressent quand on sait qu'on a pris la bonne décision, même si elle fait mal. Et pourtant, alors que je restais là dans le silence, ces mots résonnaient encore dans ma tête. « Tu vas le regretter, Marc. » Allais-je vraiment le regretter? Je n'en savais rien. Et cette incertitude, c'était la partie la plus difficile. C'était un jeudi après-midi que mon téléphone sonna. Un numéro familier, mais un appel rare, Mélissa. On ne se parlait pas beaucoup ces derniers temps, mais ce n'était pas nouveau. Elle avait l'habitude de disparaître pendant des mois, pour réapparaître seulement quand quelque chose dans sa vie s'effondrait. Malgré tout, je décrochai avec un ton enjoué. « Salut, Mel. Qu'est-ce qu'il y a ?» Sa voix, de l'autre côté, n'avait rien d'enjoué. Elle était tendue. Presque brisée. « Marc, dit-elle, d'un ton si sérieux que je reposai ma tasse de café sur la table. Il faut vraiment que je te parle. T'as une minute? Bien sûr, répondis-je en m'adossant à ma chaise. Que se passe-t-il? Il y eut une pause. Assez longue pour que je pense qu'on avait été coupé. Puis elle poussa un long soupir et commença à parler, les mots jaillissant dans un flot désespéré. Jason et moi, on a des problèmes. On essaie de tenir, mais tout s'écroule. Il a perdu son boulot le mois dernier. J'ai été licencié juste après. On vit sur nos économies, mais le loyer est dû la semaine prochaine. Et on n'a pas assez. On a déjà reçu un avis d'expulsion, Marc. On n'a nulle part où aller. Ces mots me frappèrent comme un coup de poing dans l'estomac. Mélissa avait toujours eu un flair pour le drame, mais cette fois, ce n'était pas exagéré. Il y avait une dureté dans sa voix qui me serra la poitrine. Je suis vraiment désolé d'apprendre ça, dis-je, sincèrement inquiet. Qu'est-ce que je peux faire pour vous aider? C'est là qu'elle lâcha la bombe. Eh bien, commença-t-elle, hésitante, on pensait venir vivre chez toi. Juste un moment, le temps de se remettre sur pied. Mon estomac se noie. Vivre chez moi. Mélissa, S'il te plaît, Marc. M'interrompit-elle, la voix tremblante. Je ne te le demanderai pas si j'avais une autre option. On a tout essayé. Jason postule à des offres toute la journée. Moi aussi, je cherche. Mais pour l'instant, rien. On a juste besoin d'un toit. C'est tout? Un torrent d'émotions contradictoires m'envahit. D'un côté, c'était ma sœur. La petite fille avec qui je jouais à cache-cache. L'adolescente que j'avais consolée après son premier chagrin d'amour. La femme qui avait été là pour moi dans mes moments les plus durs. Comment pouvais-je lui dire non, en sachant qu'elle touchait le fond? Mais d'un autre côté, je ne pouvais pas ignorer la réalité. Mon appartement avait à peine assez de place pour moi. Mon budget était déjà serré à cause des factures et de mes prêts étudiants. Et puis, il y avait Jason. Rien de personnel, mais il m'avait toujours mis mal à l'aise. Arrogant, suffisant, pas le genre de personne avec qui on aime vivre. Et même si Mélissa m'avait juré qu'il faisait de son mieux. J'avais déjà entendu assez d'histoires pour savoir que son « mieux » était souvent très insuffisant. Mélissa, je comprends que vous êtes dans une mauvaise passe, dis-je avec précaution. Mais c'est énorme comme demande. Mon appart est minuscule, et j'ai déjà du mal à payer mes factures. Je ne suis pas sûr de pouvoir accueillir 2 personnes en plus. Marc, s'il te plaît, supplia-t-elle. On ne posera aucun problème. On se fera discret. On aidera comme on peut. Je peux cuisiner, Jason peut faire des tâches. On a juste besoin de temps pour se relever. Sa détresse était palpable, et cela me déchirait le cœur. C'était Mélissa. Ma petite sœur. Et j'avais toujours été celui qui sauvait la situation. Toujours le frère sur qui elle pouvait compter. Mais cette fois, les enjeux étaient plus grands.
Ce n'était pas juste prêter de l'argent pour un loyer. Ou aider à déménager. C'était les inviter tous les deux chez moi, sans date de départ claire. De combien de temps parle-t-on? Demandai-je, en essayant de rester neutre. Quelques mois, répondit-elle immédiatement. Peut-être 6, au maximum. D'ici là, on aura retrouvé du travail, et on sera parti. Je te le promets. 6 mois. J'essayais d'imaginer ce que cela donnerait. Jason avachi sur mon canapé. Mélissa, envahissant ma minuscule cuisine. Tous les deux transformant ma solitude soigneusement construite en chaos total. Rien que d'y penser, j'avais la tête qui tournait. Je ne sais pas, Mélissa, répondis-je lentement. C'est beaucoup à demander. Son ton changea aussitôt, devenant plus sec. Beaucoup à demander? Marc, tu vis seul. T'as de la place. C'est pas comme si tu remarquerais même notre présence la moitié du temps. En plus, on est de la famille. T'as toujours dit que la famille, c'est fait pour s'aider, quoi qu'il en coûte. Elle avait raison. Je l'avais dit. Innombrables fois. Mais là, debout, le téléphone à la main, je ne pouvais pas ignorer cette sensation que c'était tout simplement trop. L'aider dans le passé m'avait toujours coûté quelque chose, de l'argent que je n'avais pas, du temps que je ne pouvais pas offrir, de l'énergie que je ne possédais plus. Et maintenant, elle me demandait plus que jamais. Il faut que je réfléchisse, dis-je enfin. Je te rappelle demain. Sa déception fut palpable. D'accord, dit-elle sèchement. Mais ne tarde pas. On n'a plus beaucoup de temps. Quand l'appel se termina, je restai là, silencieux, fixant le téléphone. Je voulais l'aider. Vraiment. Mais au fond de moi, je connaissais déjà la réponse. Je ne savais juste pas comment lui dire. Ce soir-là, après avoir raccroché avec Mélissa, j'avais l'impression que le poids du monde reposait sur mes épaules. Dire non me semblait insupportable. Mais dire oui, paraissait impossible. J'ai passé des heures à faire les 100 pas dans mon petit appartement, analysant chaque angle, essayant de mettre de l'ordre dans le tourbillon d'émotions. La partie logique de mon cerveau hurlait que c'était une terrible idée. Mon appartement était à peine suffisant pour moi, alors pour 3 personnes. Le salon était aussi mon espace de travail. La cuisine si exiguë que 2 personnes pouvaient à peine s'y tenir en même temps. Et ma chambre, c'était mon seul refuge. Faire entrer Mélissa et Jason dans cette équation, c'était anéantir le peu de paix qu'il me restait. Et il y avait le facteur financier. Ce n'est pas comme si je nageais dans l'argent. Oui, j'avais un emploi stable. Mais entre le loyer, les prêts étudiants, les factures et les courses, il ne me restait que des miettes à la fin du mois. Les laisser emménager signifiait assumer de nouvelles dépenses. Factures d'électricité et d'eau plus élevées, plus de nourriture, et toutes ces urgences qui surgissent toujours quand il s'agit de Mélissa. Je pensais à la dernière fois qu'elle m'avait demandé de l'aide. Ça faisait 2 ans. Elle avait pris du retard dans le paiement de sa carte de crédit. Elle m'avait supplié de lui prêter 500 reais, promettant de me rembourser dès que possible. Je lui avais fait le virement le jour même. Sans poser de questions. Elle ne m'a jamais remboursé. Mais ce n'était pas seulement une question d'argent. C'était une question de schéma. Avec le temps, j'ai perdu le compte du nombre de fois où Mélissa était venue me voir, jurant que, cette fois, ce serait différent. Mais ce ne l'était jamais. Et chaque fois que je la sauvais, j'avais l'impression de l'aider à fuir la responsabilité de ses propres choix. Et puis, bien sûr, il y avait Jason. Je ne l'avais jamais apprécié. Malgré tous mes efforts pour le tolérer à cause de Mélissa. Depuis qu'elle l'avait présenté à la famille, il dégageait une arrogance suffisante qui me donnait envie de hurler. C'était le genre de personne qui avait toujours une excuse pour tout. Il a perdu son boulot? Le patron était un idiot qui ne voyait pas mon talent. Il a du retard sur le loyer? Le propriétaire nous escroquait. Il n'a jamais réussi à garder une relation avant Mélissa? Toutes mes ex étaient folles. Au fil des années, j'ai vu comment il traitait ma sœur. Comme si elle était là pour nettoyer son bazar, l'encourager, le soutenir pendant qu'il découvrait ce qu'il voulait faire de sa vie. Ça me frustrait profondément. Mais chaque fois que j'essayais d'en parler, Mélissa me coupait. « Tu ne le connais pas comme moi, disait-elle, sur la défensive. C'est un bon gars. Il a juste besoin de temps pour se retrouver. » Mais combien de temps est suffisant?
Ils étaient ensemble depuis 5 ans. Et d'après ce que je voyais, Jason était toujours en train de se chercher. Aujourd'hui, ils étaient tous les deux au chômage et sur le point d'être expulsés. Et elle me demandait d'ouvrir ma maison à eux deux. Ce n'est pas que je ne voulais pas aider. C'était ma sœur. Et je l'aimais. Mais ce n'était pas seulement à propos d'elle. C'était aussi à propos de Jason. Les accueillir chez moi, c'était aussi accueillir Jason dans ma vie. Dans ma routine. Dans mon espace. Dans chaque recoin de mon monde. Et je n'étais pas sûr de pouvoir le supporter. Alors que je marchais de long en large dans mon appartement, j'imaginais ma vie si je disais oui. Jason affalé sur mon canapé, mangeant des chips en regardant la télé pendant que j'essayais de travailler. Mélissa transformant ma minuscule cuisine en chaos, promettant de ranger plus tard. La tension de vivre aussi près de deux personnes qui, par le passé, avaient surtout pris sans jamais vraiment donner. Et si les choses se passaient mal? Et si 6 mois devenaient 1 an, ou plus? Et si Jason ne trouvait jamais de travail? Et si Mélissa s'enfonçait encore plus dans son schéma d'excuses à répétition? Je n'arrivais pas à me débarrasser de la sensation que dire oui serait le début d'un lent effondrement. Mais chaque fois que j'y pensais, la culpabilité revenait me murmurer à l'oreille. C'est ta sœur. Tu devrais être là pour elle. Et quel genre de frère dit non à sa propre famille quand elle est dans le besoin? J'ai passé la nuit entière à lutter contre cette culpabilité, revivant chaque souvenir que nous avions partagé. La manière dont elle avait pleuré sur mon épaule après sa première rupture. La carte faite main qu'elle m'avait offerte quand j'étais entré à l'université de mes rêves. Les appels en pleine nuit, juste parce qu'elle avait besoin d'une oreille attentive. Mais pour chaque bon souvenir, il y en avait un autre, plus sombre. Mélissa me demandant de l'argent qu'elle ne rendait jamais. Mélissa me reprochant de ne pas comprendre ses difficultés. Mélissa faisant des promesses qu'elle ne tenait pas. Quand le soleil s'est levé, ma décision était prise. Le lendemain, je l'ai appelée. Mes mains tremblaient. Mon estomac était noué. Mélissa a commencé d'une voix ferme mais douce, j'y ai beaucoup réfléchi, et je ne peux tout simplement pas faire ça. Je suis désolé. Il y eut un silence à l'autre bout du fil. Puis, la réponse tomba, froide et tranchante. Je savais que tu me décevrais. Elle raccrocha avant que je puisse dire quoi que ce soit d'autre. Je suis resté longtemps à fixer mon téléphone, avec l'impression d'avoir arraché un morceau de mon propre cœur. Mais au fond de moi, je savais que j'avais pris la bonne décision. Parfois, aimer signifie poser des limites. Même quand ça fait mal. Je savais que dire non à Mélissa aurait des conséquences. Mais je n'avais aucune idée à quel point cela allait se propager dans la famille. En quelques jours, j'ai commencé à recevoir des appels, des messages, des emails de parents. Certains me soutenant. D'autres me blâmant. Mais tous avaient un avis sur la décision que j'avais prise. Le premier appel vint de Tata Linda, toujours la médiatrice non officielle de la famille. Marc, dit-elle, d'un ton à la fois doux et hésitant, j'ai appris ce qui se passe avec Mélissa. Elle m'a appelé hier, en larmes. Je soupirai, devinant déjà la tournure que prendrait cette conversation. Laisse-moi deviner, elle t'a dit que je suis un frère horrible parce que je ne l'ai pas laissé, elle et Jason, venir vivre chez moi? Eh bien, dit Linda avec prudence, elle est très bouleversée. Elle a l'impression que tu lui as tourné le dos au moment où elle avait le plus besoin de toi. Je fermai les yeux et pinçai l'arête de mon nez. Linda, tu sais combien de fois j'ai aidé Mélissa au fil des années. Il ne s'agit pas de l'abandonner. Il s'agit de poser des limites. Il y eut une pause. Je savais qu'elle essayait de trouver un équilibre entre ses propres pensées et son envie de ne pas me froisser. Je comprends, Marc. Vraiment. Mais tu sais comment est Mélissa. Elle a toujours été un peu perdue. Elle a besoin de soutien. Surtout maintenant. Le mot soutien me transperça comme une lame. J'ai soutenu Mélissa toute ma vie. Émotionnellement. Financièrement. Physiquement, quand elle avait besoin d'un pilier. Mais peu importe ce que je donnais, ce n'était jamais assez. Linda, dis-je enfin, en essayant de garder ma voix posée, j'aime Mélissa. Mais je ne peux pas être son filet de sécurité pour toujours. Elle doit apprendre à se débrouiller seule. Linda soupira de l'autre côté du fil. Je comprends, Marc. Elle m'appelait tout le temps pour demander de l'aide avec des dissertations, des devoirs, des présentations.
Au début, ça ne me dérangeait pas. C'était agréable de me sentir utile. Mais avec le temps, il est devenu clair qu'elle ne faisait pas que demander de l'aide. Elle s'attendait à ce que je fasse le travail à sa place. Un soir, pendant mon avant-dernière année d'université, j'avais 2 examens importants le lendemain. Mélissa m'a appelé, paniquée, disant qu'elle devait rendre une dissertation avant minuit et qu'elle ne savait même pas par où commencer. J'ai passé des heures avec elle au téléphone, la guidant pas à pas. J'ai sacrifié mon propre temps d'étude juste pour m'assurer qu'elle ne rate pas son devoir. Quand j'ai enfin raccroché, j'étais épuisé. Mais ce n'était pas qu'une fatigue physique. C'était le poids de la prise de conscience que Mélissa mettait toujours ses besoins avant les miens. Et maintenant que nous étions adultes, rien n'avait vraiment changé. Elle m'appelait encore chaque fois qu'elle avait besoin de quelque chose, que ce soit un conseil, de l'argent ou un endroit où dormir. Et je disais toujours oui. Parce que je croyais que c'était ce qu'un bon frère devait faire. Mais, avec du recul, en repensant à tout ce que nous avions vécu, je me suis rendu compte que notre relation avait toujours été à sens unique. Mélissa en était venue à me voir comme quelqu'un sur qui elle pouvait compter inconditionnellement, peu importe la situation. Et moi, j'avais laissé faire. J'ai passé toute ma vie à essayer d'être le pilier sur lequel elle s'appuyait. Même si cela signifiait ignorer mes propres besoins. Cette prise de conscience m'a frappé comme une brique en pleine figure. La raison pour laquelle dire non était si difficile, ce n'était pas seulement parce que je l'aimais. C'était parce que j'étais en train de briser un schéma vieux de plusieurs décennies. Je m'affirmais enfin. Je traçais une ligne dans le sable. Je disais, ça suffit. Mais même en sachant que je faisais ce qu'il fallait, une partie de moi se demandait. Est-ce qu'il n'était pas trop tard pour changer cette dynamique? Est-ce que je n'avais pas laissé les choses aller trop loin? Je n'avais pas ces réponses. Mais une chose était sûre. Ma relation avec Mélissa avait toujours été compliquée. Et maintenant, elle semblait plus fragile que jamais. C'est alors que mon téléphone a de nouveau vibré. Un nouveau message. Cette fois, d'elle. Merci d'avoir ruiné ma vie, Marc. Ne te donne même pas la peine de me rappeler. Je suis resté là à fixer l'écran, ressentant un mélange étrange de tristesse et de soulagement. Peut-être que c'était comme ça que ça devait se passer. Ou peut-être que ce n'était que le début d'une rupture encore plus profonde. Je venais à peine de rentrer du travail quand on a frappé à la porte. Fort. Rapide. Insistant. Le genre de coup qui laisse entendre que la personne derrière la porte ne vient pas demander une tasse de sucre. Mon estomac s'est retourné. Je n'attendais personne. Mais au fond de moi, je savais déjà qui c'était. J'ai ouvert la porte et je suis tombé sur Jason. Bras croisés. Mâchoire serrée. L'expression entre la colère et le mépris. Il n'a même pas attendu que je l'invite à entrer. On peut parler? Dit-il d'un ton qui ne laissait aucun doute, ce n'était pas une demande. Je l'ai laissé entrer. Plus par curiosité que par politesse. Jason n'a jamais été du genre à affronter les choses de front. Il laissait généralement Mélissa mener les batailles pour lui. Le voir là, devant ma porte, m'a surpris. « Qu'est-ce que tu veux, Jason ?» ai-je demandé en refermant la porte derrière lui. Il s'est retourné, les yeux brillants de frustration. « Tu vas vraiment refuser de nous héberger après tout ce que Mélissa a fait pour toi ?» J'ai croisé les bras, m'appuyant contre le mur. Ça n'a rien à voir avec ce que Mélissa a fait ou pas pour moi. Ça concerne ce que je suis capable de supporter. Et je ne peux pas gérer 2 personnes de plus dans mon appartement en ce moment. Je l'ai déjà expliqué. Jason a lâché un rire amer et secoué la tête. Tu plaisantes, j'espère. Mélissa est ta sœur, Marc. La famille est de la famille. C'est comme ça que ça marche. C'est facile à dire, ai-je répliqué d'un ton ferme. Quand c'est toi qui demandes de l'aide. Mais c'est moi qui devrais réorganiser toute ma vie pour que ça fonctionne. J'ai fait un pas en avant. Et franchement, Jason, je ne crois pas que tu comprennes ce que cela implique. Qu'est-ce que tu veux dire? Grogna-t-il, en s'approchant. Ça veut dire que vous deux n'avez pas pensé aux conséquences de tout ça, vais-je continuer, sans reculer. Vous pensez que c'est une solution simple. Mais ce n'est pas le cas. Je vis dans un appartement minuscule. Je travaille trop d'heures. J'ai du mal à payer mes propres factures. Ajouter 2 personnes à l'équation?
Ce serait le chaos. La mâchoire de Jason s'est contractée. Ses poings se sont serrés le long de son corps. Tu crois qu'on veut être dans cette situation? Grogna-t-il. Tu crois qu'on est là, les bras croisés, en attendant que quelqu'un règle nos problèmes? On se tue pour payer les factures. Vraiment? L'ai-je répliqué, sans pouvoir me retenir. Les mots sont sortis plus durs que prévu. Mais c'était dit. Trop tard pour revenir en arrière. Parce que, de là où je suis, on dirait que Melissa porte presque tout sur ses épaules. Pendant que toi, tu te cherches depuis 5 ans. Le visage de Jason s'est assombri. Pendant un instant, j'ai cru qu'il allait me frapper. Mais au lieu de ça, il a éclaté de rire, un rire sec, sarcastique et a secoué la tête. Mais tu es incroyable, Marc. Tu te crois meilleur que les autres, pas vrai? Juste parce que tu as un emploi stable et un toit sur la tête. Laisse-moi te donner une petite leçon de réalité, tout le monde n'a pas les mêmes opportunités. Certains d'entre nous doivent se tuer 2 fois plus juste pour pouvoir respirer. Ces mots m'ont atteint. Mais pas comme ils l'espéraient. Ce n'est pas que je me croyais supérieur. C'est que, j'avais tellement lutté pour arriver là où j'étais. Et je ne supportais pas qu'on méprise cet effort. Il ne s'agit pas de me sentir supérieur, Jason, ai-je répondu d'un ton ferme. Il s'agit de protéger tout ce que j'ai construit. J'ai travaillé dur, fait des sacrifices, perdu des nuits, avalé des frustrations. Et je ne vais pas tout risquer parce que vous deux êtes incapables de gérer votre propre vie. Jason a fait un pas de plus. Sa voix était maintenant un grognement. Tu es égoïste, tu sais? Tu fais des discours sur la famille et la responsabilité. Mais quand ça compte vraiment, tu disparais. Et égoïste? L'ai-je répété, sentant la colère monter. Tu as la moindre idée de tout ce que j'ai fait pour Melissa au fil des années? Tu sais combien de fois j'ai payé ses factures? Combien de nuits j'ai passé à réparer ses erreurs? J'ai été là pour elle plus de fois que je ne peux le compter. Et tu sais quoi? Ce n'est jamais suffisant. Peu importe ce que je fais. Elle revient toujours demander plus. Jason a ouvert la bouche pour répondre, mais je l'ai interrompu. Et toi, t'étais où pendant tout ça, hein? Où étais-tu quand elle avait besoin de quelqu'un qui assume vraiment ses responsabilités? Tu es avec elle depuis 5 ans, Jason. 5 ans. Et pourtant, c'est à moi qu'elle téléphone à chaque fois que sa vie s'effondre. Alors, dis-moi encore une fois. Qui est l'égoïste ici? Le silence s'est abattu sur la pièce. Lourd. Tranchant. Jason me fixait. La poitrine se soulevant et s'abaissant, incapable de trouver une réponse. Quoi qu'il allait dire. Est mort sur ses lèvres. Finalement, il a poussé un soupir frustré et s'est tourné vers la porte. Tu sais quoi, Marc? Laisse tomber. Je ne sais même pas pourquoi Melissa perd encore son temps avec toi. Moi non plus, ai-je répondu, d'une voix froide et maîtrisée. Il a ouvert la porte, a mis un pied dans le couloir. Mais avant de sortir, il m'a jeté un dernier regard. Tu vas le regretter, dit-elle, le venin dans la voix. Le jour où tu auras besoin d'aide. Ne compte pas sur nous. La porte claqua violemment. Je restai là, immobile. Les mains tremblantes de colère. Peut-être qu'un jour je le regretterai. Peut-être. Mais à ce moment-là, tout ce que je ressentais, c'était du soulagement. Du soulagement qu'il soit enfin parti. Presque une semaine après la confrontation avec Jason. Melissa m'a finalement contacté. Elle m'a appelé tard dans la soirée. Sa voix était plus douce. Plus posée que ce à quoi je m'attendais. Marc, est-ce qu'on peut se voir? Juste toi et moi. Je veux parler. J'ai hésité. Une partie de moi voulait dire non. Éviter une autre conversation émotionnellement épuisante. Mais une autre partie. Celle qui tenait encore profondément à elle. Voulait entendre ce qu'elle avait à dire. D'accord, ai-je dit, d'un ton neutre. Demain, au parc près de chez moi. À midi. Le lendemain, je suis arrivé en avance. J'ai choisi un banc à l'ombre, près de la fontaine. Je me préparais à ce que cette conversation allait apporter. Quand j'ai vu Melissa s'approcher. Le visage pâle, marqué. J'ai senti mon cœur se serrer. Elle semblait ne pas avoir dormi depuis des jours.
Salut, dit-elle en arrivant, d'une voix hésitante. Salut, répondis-je, en lui montrant le banc à côté de moi. Elle s'est assise prudemment, en gardant une certaine distance. Un moment passa sans qu'aucun de nous ne parle. Le son des oiseaux et des enfants qui jouaient remplissait le silence. Je sais que tu es en colère, commença Mélissa, en regardant ses mains. Et je comprends. J'ai trop demandé. Mais, Marc, je suis désespéré. On est désespéré. Je ne sais plus quoi faire. Ses paroles étaient chargées d'émotion, et je vis les larmes monter à ses yeux. Malgré tout, mon cœur souffrait pour elle. C'était ma sœur. Et la voir ainsi était déchirant. Je ne suis pas en colère, Mélissa, répondis-je doucement. Je suis fatigué. Fatigué d'être toujours le premier vers qui tu te tournes quand tout s'effondre. Fatigué d'avoir l'impression que, peu importe ce que je donne, ce n'est jamais assez. Elle se recroquevilla en entendant mes mots, les poings serrés. Ce n'est pas juste, dit-elle, la voix brisée. Tu parles comme si j'étais une sangsue qui te vide de ton énergie, mais ce n'est pas vrai. J'ai essayé, Marc. J'ai vraiment essayé de garder les choses sous contrôle. Mais la vie ne cesse de nous écraser. Je ne dis pas que tu n'as pas essayé, répondis-je, la voix ferme mais sans agressivité. Mais tu dois voir les choses de mon côté. À chaque fois que tu as un problème, c'est à moi que tu appelles. Et à chaque fois, je mets tout de côté pour t'aider. Et maintenant que j'ai enfin dit non, je deviens le méchant de l'histoire. Ses larmes commencèrent à couler. Et elle ne tenta même pas de les essuyer. Tu ne comprends pas ce que c'est, dit-elle, tremblante. Tu as toujours eu le contrôle, Marc. Un bon travail, un bel appartement, une vie stable. Moi, je n'ai jamais eu ça. Toute ma vie, j'ai essayé d'atteindre ce que tu as. Et chaque fois que je m'en rapproche, quelque chose me fait tout perdre à nouveau. Ces paroles faisaient mal, mais pas pour les raisons qu'elle croyait. Tu crois que je me suis réveillé un jour avec une vie stable? Demandai-je, la voix un peu plus forte. Tu imagines à quel point j'ai dû me battre pour en arriver là? Les sacrifices que j'ai faits? Les nuits où je ne dormais pas, inquiet de comment payer les factures? Toutes les fois où j'ai dit non à ce que je voulais, parce que je ne pouvais tout simplement pas me le permettre. Rien de tout cela n'a été facile, Mélissa. J'ai dû me battre pour chaque petit morceau. Et maintenant, tu me demandes de risquer tout ce que j'ai construit à cause de tes choix. Et tu t'attends à ce que je répare tout? Son visage se décomposa. Et pendant un instant, je crus qu'elle allait se lever et partir. Mais au lieu de cela, elle se tourna vers moi avec une expression mêlée de douleur et de colère. Tu crois que je ne me suis pas battu? Rétorqua-t-elle, la voix étranglée. Que je ne me suis pas sacrifié? Je n'ai pas demandé à être licencié, Marc. Je n'ai pas demandé à ce que Jason perde son emploi. On ne reste pas là à regarder la vie passer. On essaie. Mais on a besoin d'aide. Et tu devrais être là pour moi. C'est ça, une famille. La famille, ce n'est pas une seule personne qui porte tout le poids pour les autres. Répliquai-je, la patience à bout. J'ai été là pour toi, Mélissa. Encore et encore. Mais je ne peux plus continuer. Je ne peux pas sacrifier ma paix, ma stabilité, ma vie, pour réparer tes erreurs. Son visage rougit de colère. Tu es tellement égoïste, Marc. Tu fais ton martyr, mais en réalité tu ne penses qu'à toi. Sinon, tu ne pourrais pas rester là, à regarder ta sœur souffrir sans rien faire. Égoïste? Répétai-je, d'une voix glaciale. Tu m'entends? Tu m'accuses d'égoïsme parce que je ne veux pas que toi et Jason veniez vivre chez moi et bouleversiez toute ma vie? Tu te rends compte à quel point c'est arrogant de dire ça? Mélissa se leva brusquement. Les yeux en feu. Tu es incroyable. Et dit-elle, la voix tremblante. Je suis venu ici en pensant qu'on pouvait arranger les choses. Mais tout ce que tu as fait, c'est me faire sentir comme une moins que rien. J'ai compris, Marc. Tu as fait ton choix. Ne t'inquiète pas. Tu n'auras plus à t'occuper de moi. Elle tourna les talons et commença à s'éloigner. Mélissa, attends. L'appelai-je. Elle s'arrêta. Mais ne se retourna pas. Je ne veux pas que ça se termine comme ça, dis-je, d'une voix plus douce. Je t'aime. Je t'ai toujours aimé.
Mais je ne peux plus continuer comme ça. Tu dois comprendre ça. Elle tourna légèrement la tête juste assez pour que je voie les larmes couler. Peut-être que tu devrais réfléchir à ce que signifie vraiment aimer, Marc. Parce que là, on dirait que c'est à sens unique. Et sur ces mots, elle s'en alla. Elle me laissa seul sur ce banc. Le cœur lourd, tiraillé, et une douleur que je ne savais pas nommer. Je restais là à fixer la fontaine, essayant de respirer pendant que ces mots me broyaient. Peut-être que tu devrais réfléchir à ce que signifie vraiment aimer. Et si elle avait raison? Et si j'avais échoué en tant que frère? J'ai passé tellement de temps à justifier ma décision. À me dire que je posais enfin des limites, que je protégeais ma paix. Mais ce soir-là, seul dans mon appartement, regardant les faibles lumières de la ville par la fenêtre, je ne pus m'empêcher de douter. Et si j'avais fait le mauvais choix? J'ai essayé de reprendre ma routine. Le travail, les courses, quelques appels avec des amis. Mais c'était comme vivre sous un nuage noir. Le groupe de la famille, silencieux. Un contraste saisissant avec la vague de messages juste après ma décision. Mais ce silence, il était pire. Ce n'était pas juste avec Mélissa que j'étais en conflit. C'était comme si toute la famille retenait son souffle, attendant de voir. Est-ce qu'il va changer d'avis? Ou est-ce que cette fracture va devenir permanente? Partout, il y avait des signes des conséquences. Tante Linda m'a envoyé un message disant qu'elle espérait que je reconsidère ma position. La cousine Sarah a posté une pic sur Facebook. La vraie famille ne tourne jamais le dos aux siens. Même ma mère, qui m'avait soutenu au début, semblait hésitante lors du dernier appel. Marc, dit-elle doucement, je sais que tu as tes raisons. Et je respecte ça. Mais, est-ce qu'il n'y aurait pas un juste milieu? Tu n'as pas besoin de les laisser vivre chez toi pour toujours. Mais, et si tu les laissais rester 1 mois? 2, peut-être? Sur le moment, j'ai rejeté l'idée. J'ai dit que ma décision était finale. Mais maintenant, dans le silence de mon appartement, ces paroles me sont revenues en tête. Y avait-il un juste milieu? Est-ce que j'avais été trop dur, trop rigide, tellement concentré à me préserver que je n'avais pas vu d'autre issue? Tard dans la nuit, alors que le sommeil me fuyait, je me suis surpris à revivre chaque moment des dernières semaines. L'appel désespéré de Mélissa. Les accusations condescendantes de Jason. L'expression de trahison sur son visage quand j'ai dit « non ». Tout repassait en boucle dans ma tête, avec des détails si vifs que ça me faisait douter de tout. Est-ce que j'avais été trop sévère? Trop prompt à supposer le pire? Mélissa n'était pas parfaite. Mais c'était ma sœur. Et elle avait traversé bien plus que la plupart des gens ne savaient, le divorce de nos parents, l'instabilité émotionnelle, des années à chercher sa voie. Ce n'était pas comme si elle avait choisi d'être dans cette situation. Mais chaque fois que la culpabilité commençait à me ronger, je me rappelais du schéma. Ce n'était pas la première fois qu'elle venait demander de l'aide. Ni la deuxième. Ni la troisième. Il y avait toujours quelque chose. Une facture qu'elle ne pouvait pas payer. Un problème qu'elle ne savait pas gérer. Une crise qui me tombait dessus à résoudre. Et je disais toujours oui. J'avais cessé d'être juste le frère. J'étais devenu le filet de sécurité. Et aussi fort que je l'aimais. Je ne pouvais plus continuer à vivre ma vie selon ces conditions. Mais cette logique n'effaçait pas le doute. La vérité? Elle me manquait. Aussi frustrante que Mélissa pouvait être, elle restait ma petite sœur. La fille qui me faisait des tresses quand on était enfant. Qui me faisait rire avec ses imitations ridicules. Qui était restée éveillée toute une nuit avec moi quand j'étais malade alors qu'elle avait un examen important le lendemain. On avait vécu tant de choses ensemble. Plus que bien des frères et sœurs. Et maintenant, pour la première fois, c'était comme si quelque chose s'était vraiment brisé. La rupture ne m'avait pas seulement affecté, moi et Mélissa. Les réunions de famille étaient devenues tendues. Regards échangés. Silence lourd. Des proches qui évitaient le sujet mais qui jugeaient avec leurs yeux. Ma cousine Rachel, l'une des rares à me soutenir sans condition, m'a appelé un soir. On dirait que tout le monde a oublié tout ce que tu as déjà fait pour elle, Marc. Ce n'est pas juste. Tu ne devrais pas te sentir coupable de te mettre enfin en premier. Elle avait raison. Mais la justice ne faisait rien pour soulager cette douleur dans ma poitrine. Un soir, j'ai sorti un vieil album photo.
je l'ai feuilleté lentement, regardant les images de notre enfance. Nous deux à la plage, souriants, rouges de soleil. À une fête d'Halloween, elle en princesse, moi en pirate. Puis, la photo de ma remise de diplôme au lycée. Mélissa à mes côtés, rayonnante de fierté. Je me suis souvenu comme elle avait fait un gâteau, raconté à tout le monde que son frère allait devenir avocat. C'était cette Mélissa que je voulais me rappeler. Celle qui m'aimait sans réserve. Qui célébrait mes réussites. Qui croyait en moi, même quand moi, je doutais. Mais la réalité était plus compliquée que ses souvenirs. Mélissa n'était plus la petite fille sur ses photos. C'était une femme adulte. Avec sa propre vie, ses propres choix, ses propres erreurs. Et aussi fort que je voulais l'aider. Je ne pouvais plus ignorer combien cela me consumait. J'ai refermé l'album, la gorge nouée. Plus déchiré que jamais. Je ne savais pas si j'avais fait le bon choix. Peut-être que je ne le saurais jamais. Mais une chose était certaine. Le lien entre Mélissa et moi avait été tendu jusqu'à la limite. S'il pouvait être réparé. C'était une question à laquelle je n'avais pas le courage de chercher une réponse. Pour l'instant, il ne me restait qu'à vivre avec l'incertitude. Et espérer que le temps m'apporterait un peu de clarté. Mais, au fond, je savais que ce n'était pas seulement à propos de Mélissa. C'était à propos de moi. Apprendre à lâcher prise. Apprendre à poser des limites. C'est un vendredi soir froid que j'ai reçu le message qui a tout changé. Je venais de m'effondrer sur le canapé après une journée de travail éprouvante. Je m'attendais à une soirée tranquille. Mais mon téléphone a vibré. Mélissa. J'ai hésité. Je m'attendais à une autre plainte. Une autre accusation. Mais ce que j'ai lu était pire que n'importe quelle dispute. Marc, j'ai tout repensé. Et j'ai décidé que je dois me concentrer sur ma vie sans toi dedans. Tu as été clair sur notre relation. Et je ne peux plus attendre que tu changes. Prends soin de toi. Mon estomac s'est retourné. Je suis resté là, paralysé, regardant les mots se brouiller sur l'écran. Elle n'était pas juste en colère. Elle avait abandonné. Le lendemain matin, j'ai appelé maman. Elle a décroché au deuxième appel, la voix tendue. Allô, Marc. Mélissa t'a parlé? L'ai-je demandé sans détour. Il y a eu une longue pause. Puis elle a soupiré. Elle m'a dit qu'elle ne voulait plus te voir. Qu'elle en avait assez de sentir que tu ne tiens pas à elle. Bien sûr que je tiens à elle. L'ai-je rétorqué, débordant de frustration. Mais je ne suis pas un paillasson, maman. Bon sang, j'ai passé des années à me plier en quatre pour elle. Et la première fois que je dis non, je deviens le méchant? Je sais, les dit-elle doucement. Je sais. Mais, tu dois comprendre, Marc. Mélissa est blessée. Et peut-être que moi aussi, je l'étais. Blessé. Fatigué. Tiraillé entre amour et frustration. Entre loyauté et limite. Peut-être qu'un jour, elle me pardonnera. Ou peut-être pas. Peut-être que la famille guérira. Ou peut-être que les fissures deviendront définitives. Mais à ce moment-là, assis sur le canapé, téléphone à la main et cœur lourd. Il n'y avait qu'une vérité évidente. Je l'aimais toujours. Mais, pour la première fois depuis des années, je m'étais enfin choisi. Là elle souffre, Marc, a dit ma mère, de l'autre côté du fil, et elle pense que tu l'as abandonnée. Là elle pense que moi je l'ai abandonnée? Vais-je répéter, incrédule. Et toutes les fois où j'étais là pour elle? Et l'argent que je lui ai donné? Et les nuits passées à l'aider à régler des problèmes qui n'étaient même pas les miens. Tout ça, ça compte pour rien. La conversation avec ma mère s'est terminée brutalement. Quand elle a commencé à justifier le comportement de Mélissa. On sentait qu'elle ne voulait pas prendre parti. Mais son hésitation a résonné comme une trahison. J'ai raccroché furieux. Quelques jours plus tard, l'impact s'est propagé encore plus loin. Cette fois, j'ai reçu un appel de tante Linda. Sans détour. Marc, tu dois réparer ça, a-t-elle dit, d'un ton tranchant. Mélissa est ta sœur. Peu importe ce qui s'est passé entre vous. Ce n'est pas une raison pour détruire la famille. Je n'ai rien détruit, ai-je répondu, en essayant de garder mon calme. C'est Mélissa qui a décidé de couper les ponts. Pas moi.
J'ai fait tout ce que je pouvais pour la soutenir. Mais je ne peux pas continuer à sacrifier mon bien-être juste pour qu'elle se sente bien. Linda a soupiré, agacée. Tu ne comprends pas ce qu'elle traverse. Elle a l'impression que tu lui as tourné le dos. Et quelqu'un s'est déjà demandé ce que moi je ressens? Vais-je exploser? Pourquoi tout le monde attend que je porte le poids de toute la famille? Alors que Melissa, elle, n'est jamais tenue responsable de rien? Linda est restée silencieuse. Il n'y avait plus de réponse. La division dans la famille ne faisait qu'empirer. Chaque semaine, le fossé grandissait davantage. Certains proches prenaient le parti de Melissa, me décrivant comme froid, insensible. D'autres me soutenaient. Mais presque toujours avec une réserve. Je comprends pourquoi tu as dit non, m'a dit un cousin, lors d'un appel tendu. Mais, peut-être que tu aurais pu faire autrement. Tu sais comme Melissa est sensible. Chaque interaction ressemblait à un piège émotionnel. Chaque réunion de famille était un champ de mines, plein de regards lourds et de silences pesants. Le point de rupture est arrivé quelques semaines plus tard. Quand Melissa m'a bloqué sur les réseaux sociaux. Ce fut une gifle. Une déclaration publique que je ne faisais plus partie de sa vie. J'ai essayé d'ignorer, de me convaincre que ça n'avait pas d'importance. Mais la vérité? Ça faisait mal. Très mal. Perdre Melissa, c'était comme perdre une partie de mon identité. Pendant si longtemps, je m'étais défini comme son protecteur. Le frère qui réglait tout. Celui qui était là quand personne d'autre ne l'était. Sans ce rôle, je ne savais plus qui j'étais. Le coup final est tombé à Thanksgiving. Ma mère a décidé d'organiser le dîner sans m'inviter. Ce sera plus simple comme ça, m'a-t-elle dit, quand je l'ai confrontée. Melissa a dit qu'elle ne viendrait pas si tu étais là. Et je ne voulais plus de drame. J'ai raccroché avec un nœud à l'estomac. De la colère. De la tristesse. De l'abandon. Ma famille avait fait son choix. Et ce n'était pas moi. Ce jour-là, j'ai mangé seul dans mon appartement. De la nourriture chinoise directement sortie de la boîte. Essayant d'ignorer les photos souriantes qui s'affichaient sur les réseaux sociaux. Et, pour la première fois, j'ai compris que les dégâts entre Melissa et moi n'étaient pas une simple fissure. C'était un gouffre. Et ce gouffre avait englouti le reste de la famille avec lui. Dans les semaines qui ont suivi, j'ai tenté d'accepter la situation. Je me répétais que j'avais fait tout ce que je pouvais. Que je n'étais pas responsable des choix de Melissa. Ni de la division familiale. Mais la culpabilité? Elle restait. Subtile. Constante. Une douleur sourde qui ne partait pas. Certaines nuits, je restais allongé sans pouvoir dormir. Rejouant notre dernière conversation. Imaginant ce que j'aurais pu dire, faire, éviter. D'autres fois, je ressentais un soulagement silencieux. Pour enfin avoir tracé une ligne claire. Mais le plus souvent, je me sentais simplement vide. Perdre Melissa, ce n'était pas juste perdre une sœur. C'était perdre tout ce que nous avions construit. Les blagues entre nous. Les souvenirs. Le rêve qu'on resterait toujours proche, malgré les hauts et les bas. Et maintenant, peut-être que ce rêve n'existe plus. L'avenir que j'imaginais nous deux vieillissant comme frères et sœurs complices semblait désormais une illusion lointaine. À la place, il ne restait qu'une réalité brutale. Nous étions devenus des étrangers. Et il n'y avait plus de retour en arrière possible. Dans les semaines qui ont suivi le désastre de Thanksgiving. Le silence entre Melissa et moi est devenu plus lourd. Plus épais. Plus définitif. La fissure était devenue un gouffre. Trop large, trop profond pour être traversé. Chaque fois que je pensais à lui écrire. À essayer de rouvrir le dialogue. Je figeais. Ces derniers mots me hantaient encore. Prends soin de toi. Ce n'était pas juste un au revoir. C'était une porte qu'on ferme doucement mais fermement. Au début, j'ai tenté de croire que c'était pour le mieux. Peut-être que nous avions tous les deux besoin de ce temps. Peut-être que la distance l'amènerait à réfléchir à ses choix. Peut-être qu'elle comprendrait mon point de vue. Mais à mesure que les semaines devenaient des mois, cet espoir s'estompa. Un soir particulièrement difficile, je me suis assis seul sur le canapé. Étouffé par le poids de tout cela. J'ai pris un verre de vin et rouvert, une fois de plus, notre vieil album photo.
Celui que j'avais déjà feuilleté au début de cette rupture. Il y avait une photo de nos enfants, assis sur la balançoire du jardin. Mélissa souriait à pleines dents, ses tresses de travers. J'étais derrière elle, en train de pousser, le visage concentré. J'avais environ 8 ans. Elle, 6. J'ai souri à ce souvenir. Mais c'était un sourire amer. On était si proches. Inséparables. À l'époque, il semblait que rien ne pouvait nous séparer. Qu'est-ce qui a changé? L'âge adulte? Les complications? Les malentendus? Ou était-ce moi? Est-ce que je me suis tellement accroché à ma paix intérieure que j'ai oublié comment être un frère? Le lendemain, j'ai appelé ma mère. Je ne savais pas vraiment ce que je cherchais. Un conseil? Une confirmation? Ou simplement quelqu'un pour m'écouter? Elle a répondu dès la première sonnerie, la voix chaleureuse mais prudente. Allô, Marc. Je pensais justement à toi. Salut, maman. Tu as une minute? Bien sûr. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai hésité. Puis j'ai respiré profondément. C'est à propos de Mélissa. Tu crois que j'ai fait une erreur? Elle est restée silencieuse quelques secondes. Je pouvais sentir qu'elle pesait ses mots. Je ne crois pas qu'il s'agisse de bien ou de mal, Marc a-t-elle dit enfin. Tu as pris une décision basée sur ce que tu pensais être le mieux pour toi à ce moment-là. Et c'est ce qu'on essaie tous de faire. Ce n'est pas vraiment une réponse, ai-je dit, avec un rire triste. Elle a soupiré. Je sais que tu souffres. Et je sais que Mélissa aussi. Mais vous êtes tous les deux si têtus. Aucun de vous ne veut être le premier à s'excuser. Aucun ne veut admettre qu'il a peut-être tort. C'est parce que je n'ai pas tort, maman, ai-je répondu, irrité. J'avais tout à fait le droit de dire non. Je ne pouvais pas les laisser, elle et Jason, emménager chez moi. Ça aurait détruit ma paix. Je comprends, a-t-elle répondu doucement. Mais parfois, ce n'est pas une question d'avoir raison, Marc. C'est une question de savoir faire un pas vers l'autre. Ces mots ont résonné en moi longtemps après l'appel. Faire un pas vers l'autre. Mais, qu'est-ce que cela signifiait maintenant? On ne pouvait pas effacer tout ce qui s'était passé. J'y ai réfléchi pendant des jours. Une part de moi voulait tendre la main. Envoyer un message. Essayer de reconstruire un pont. Mais une autre part était terrifiée. Et si elle me rejetait? Et si elle me lançait mes mots en pleine figure? Et si elle me montrait clairement qu'il n'y avait plus aucun espoir? Et puis, il y avait cette peur de retomber dans les anciens schémas. Si je rouvrais la porte, allais-je replonger dans ce cycle de culpabilité, de ressentiment, de déséquilibre? Un soir, je me suis retrouvé devant mon ordinateur portable. À l'écran, un email non envoyé. Je l'avais écrit et effacé tant de fois que j'en avais perdu le compte. Mélissa? Je ne sais pas si tu liras ceci. Mais je voulais te dire que je suis désolé. Pas d'avoir dit non. Mais pour la façon dont tout s'est passé. Je déteste la façon dont les choses se sont terminées. Et tu me manques. J'espère que tu vas bien. Je suis resté là. Le doigt tremblant au-dessus du bouton envoyer. Et puis, j'ai refermé l'ordinateur. Je n'étais pas encore prêt. Dans les semaines suivantes, j'ai essayé de faire la paix avec cette incertitude. Peut-être que Mélissa et moi ne nous reparlerons jamais. Peut-être que ce lien que nous avions enfant est désormais irréparable. Une autre victime des complications de l'âge adulte. Ou peut-être qu'un jour, nos chemins se croiseront à nouveau. Je ne sais pas. Et c'est justement cette absence de réponse qui est la plus difficile. Pour l'instant, tout ce que je peux faire, c'est continuer à vivre la vie que j'essaie de reconstruire. Je me suis investi dans mon travail. J'ai renoué avec d'anciennes amitiés. J'ai même commencé à fréquenter quelqu'un. Mais peu importe combien je m'occupais. Il y avait toujours une partie de moi qui se sentait incomplète. Une partie qui regrettait la sœur que j'avais autrefois. Au fil des mois, alors qu'une année s'écoulait, j'ai commencé à moins penser à ce que j'avais perdu. Et plus à ce que j'avais appris. Apprendre à poser des limites n'a pas été facile. Mais cela m'a appris quelque chose d'essentiel. Moi aussi, je mérite la paix. Est-ce qu'un jour je recontacterai Mélissa? Peut-être.
Est-ce qu'elle me recontactera? Je l'espère. Mais pour l'instant, j'apprends à vivre dans cet espace entre l'attachement et le lâcher-prise. Parce que parfois, les décisions les plus difficiles ne consistent pas à choisir une voie ou une autre, mais à apprendre à rester immobile. Et à attendre. Commentaire Madame Reddit. Cette histoire est profondément émouvante. Elle montre que même les liens les plus forts peuvent s'effriter lorsqu'on choisit de se protéger et que cela, bien que douloureux, est parfois nécessaire. Le dilemme entre préserver sa paix intérieure et maintenir les liens familiaux est réel, et souvent il n'y a ni gagnant ni perdant, seulement des cicatrices. Avoir le courage de dire « non » a aussi un prix. Et voilà, une autre histoire émouvante de Reddit qui se termine. Si vous avez aimé, laissez un like, partagez et abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres récits incroyables. Ne manquez pas le prochain.